Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce samedi, dernier jour du mois de février. Le port de Ndayane fonctionnel en 2023. Le directeur du port autonome de Dakar, Ababakar Sadir Bey, en donne l'assurance. Les négociations avec DP World devraient s'achever en fin mars. Il y a quelques semaines, la plage du Cap Manuel présentait un visage hideux. Les lieux ont reçu un gros coup de lifting. Aujourd'hui, une grande opération de cette s'étale. Des écologistes portent le plaidoyer de la sauvegarde de cet environnement. Comme tous les samedis, l'article de la semaine s'intéresse à cette sorte d'épanouissement des mendiants à Dakar. La plupart viennent de la sous-région. Le Sénégal serait-il devenu un Eldorado, une sorte de terre promise pour les mendiants? Le quotidien Le Soleil sera à l'honneur. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. À l'heure où les pays du monde se braquent pour ne pas subir la malédiction du coronavirus, le Sénégal ne laisse rien au hasard. Surveillance renforcée au niveau des frontières, des aéroports et des ports. Au port autonome de Dakar, justement, tous les bateaux sont inspectés, les entrées filtrées. Son directeur général, Aboubacar Sadir Bey, que voici au micro de Cheikh Hassan Fall. Le port de Dakar a une disposition permanente. Déjà, sur tous les bateaux qui viennent accoster au port de Dakar, nous nous assurons qu'il n'y a pas eu d'escale dans les ports où il y a un potentiel de danger. Ce qui fait qu'en relation avec nos services en charge de la sécurité médicale, de l'environnement, avec toutes les autres entités coordonnées par le ministère de la Santé, nous les accueillons déjà avant qu'ils n'accostent au port de Dakar pour que toutes les diligences soient prises. Donc de ce point de vue-là, on peut être tranquille que le port de Dakar a mis tous les dispositifs pour cela. Comme vous l'avez constaté sur ces images, le directeur du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadir Bey, prenait part ce matin au marathon des 23 km du port. Il a aussi parlé de la reprise des travaux du port de Ndayane. Bientôt, les négociations avec DP World pourraient s'achever d'ici la fin du mois de mars et le port de Ndayane pourrait être fonctionnel en 2023. Je vous propose de l'écouter. Nous négocions depuis 1 an et demi pour la construction de ce port. Et nous sommes presque à la fin des négociations. Il y a quelques éléments de divergence avec Dubai Port World qui va construire le port à conteneurs. Mais ce port dépasse le conteneur. C'est un port multifonction. Mais nous voulons aussi un port qui est adossé à une zone économique spéciale, un port industriel. C'est-à-dire que dans le cadre du port de Ndayane, ce sera un port où on va construire beaucoup d'unités industrielles qui vont transformer les matières premières que nous exportons généralement. Et in fine, c'est ce port, c'est cette activité portuaire que nous pensons portera l'émergence du pays. Mais ça commence par la transformation des personnes. Le Sénégal a reçu cette semaine une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO, une mission de sensibilisation sur le rôle de cette institution. Et nous allons écouter les précisions du juge Beribé Ouattara. Il répond à Mortala Anne. La mission consistait à venir au contact des populations sénégalaises pour rencontrer les différentes cibles, les avocats, les étudiants, les commerçantes, la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, parce que la Cour de la CEDEAO a le volet protection des violations des droits de l'homme. Nos conclusions sont que les Sénégalais connaissent mieux la Cour qu'on ne le pensait, puisque vu la hauteur des débats, la pertinence des questions, et nous nous sommes rendus compte que le Sénégal fait partie des pays qui s'intéressent le plus à la Cour et dont les populations aussi se familiarisent davantage avec le droit communautaire. Il y a des procédures suivant lesquelles la Cour rend ses décisions. Donc ce que je vais dire ici, c'est un avis personnel, ça n'a pas d'importance.
par rapport aux règles de fonctionnement de la Cour. La Cour fonctionne par panel et donc il n'appartient pas à un seul élément singleton d'affirmer des choses. C'est même interdit aux juges. Retour de la paix en Casamance et si les jeunes s'engageaient. La Fondation Friedrich Ebert a convié aujourd'hui à l'UCAD les différents acteurs, notamment les jeunes, pouvant poser un acte de changement pour une paix définitive dans le sud du pays. Le compte-rendu est signé Adama Sarr et Moussa Fall. Offrir un espace aux jeunes de tout le Sénégal comme une opportunité pour trouver une position commune sur le conflit en Casamance. Finalité, amener l'État et le MFDC à s'asseoir autour d'une table pour une paix définitive. Ce symposium se propose comme cadre d'échange dans ce sens. La motivation est simple. La présence d'un programme pour les jeunes, pour qu'ils comprennent le conflit et s'expriment là-dessus. Il nous a paru nécessaire de les regrouper ensemble et que de façon consensuelle, ils trouvent une position commune à développer et à défendre et même à rédiger un mémorandum qu'ils devront présenter éventuellement aux deux camps, à savoir l'État et éventuellement le MFDC. Et donc simplement pour dire que la motivation est que les jeunes qui n'avaient pas d'espace pour s'exprimer sur ce conflit, à travers notre programme avec la DPC, ont eu cet espace pour dire ce qu'ils pensent du conflit, ce qu'ils veulent faire et comment ils devraient contribuer à sa résolution. Certains observateurs déplorent la situation de ni paix ni guerre qui prévaut en Casamance. Leur vœu que le processus qui n'a que trop duré aboutisse au plus vite à une paix définitive. Le processus de paix, écoutez, il est à l'heure actuelle dans ce qu'on appelle prosaïquement une situation de ni paix ni guerre. C'est-à-dire que fort heureusement, les armes ne tonnent plus, heureusement. Heureusement également, il n'y a pratiquement plus de braquage. Nous sommes sortis des années de braise pour nous retrouver vers une prise de conscience importante de tous, de l'État du Sénégal, des responsables du MFDC, mais également des populations de Casamance pour qu'il y ait la paix. Ces populations, toutes couches confondues, qui ont une profonde aspiration à la paix. Personne ne veut plus qu'on retourne aux années de braise. Au contraire, nous escomptons que cette situation de ni paix ni guerre connaisse une transcroissance vers une paix définitive. La création d'emplois pour les jeunes est unanimement perçue comme un facteur déterminant pour une paix définitive en Casamance. Il faudra d'abord partir des causes ou d'une des causes, c'est-à-dire le sous-emploi des jeunes. Parce que comme on dit souvent, l'oisivité est la mère des vices. Un jeune qui n'a pas une activité, il est très facile de l'embrigader ou de l'amener peut-être dans des combats, peut-être qu'il ne maîtrise pas. Mais si quand même l'État du Sénégal arrive à régler le problème du sous-emploi en Casamance, je pense que ce serait déjà un pas pour régler définitivement la paix en Casamance. Le réveil de l'irrédentisme en Casamance remonte au 26 décembre 1982, date de la marche de protestation ayant entraîné une foule de personnes dans les grandes artères de Ziguinchor. La manifestation va engendrer ce qui allait être appelé jusque-là le conflit casamancé. Une paix définitive en Casamance implique forcément la Gambie et la Guinée-Bissau voisine. C'est le point de vue exprimé par Henri Ndeki, le coordonnateur de la plateforme, le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance et par ailleurs membre de la société civile. Ces propos sont recueillis par Adama Sarr. Si on n'implique pas la Gambie, si on n'implique pas la Guinée-Bissau, est-ce qu'on va pouvoir arriver à ce que nous escomptons? Je pense que il nous faut les impliquer et je pense que les impliquer contribuera sensiblement dans le cadre vraiment de la consolidation d'abord des acquis pour la paix, mais aller vers tout ce qu'on appelle les négociations pour les accords de paix. Sans les différents pays-là, il va être difficile parce que c'est comme celui qui va balayer alors que son voisin n'a pas balayé, donc le vent va toujours saler et on va toujours rester sur l'éternel à piétiner. Pour moi, on espère que l'implication des pays voisins est très importante pour le retour de la paix en Casamance. Allons à Saly à présent où des députés membres de la Commission des Affaires étrangères ont bénéficié d'un séminaire de renforcement de capacités. Ces parlementaires sont préparés à mieux saisir les questions de l'heure. Allez, aucune explication. L'objectif de cette rencontre est de former les parlementaires membres de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale en vue de leur permettre de mieux s'approprier les politiques gouvernementales liées à la diplomatie. Aujourd'hui,
tant que parlementaires, en rapport avec l'exécutif, renforcer nos capacités pour être à niveau de bien contrôler l'action du gouvernement, mais aussi contrôler quand même les politiques publiques, mais aussi travailler en rapport avec les ambassadeurs qui sont au niveau du ministère des Affaires étrangères, afin que nos collègues puissent avoir quand même les prédispositions requises pour bien faire leur boulot au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis convaincu au sortir de ces 2 jours de formation, nous aurons affaire à des députés qui auront une certaine connaissance fine de la géopolitique, des enjeux et qui pourront représenter davantage et dignement dans toutes les institutions, qu'elles soient nationales, sous-régionales et régionales. L'occasion est saisie par Abdoulaye Makhtar Diop, président de séance, pour expliquer l'intérêt d'encadrer les députés par rapport aux questions diplomatiques. Que nous, députés, nous pensons qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a des éléments que nous devons intégrer pour que dans les missions des membres de la Commission, au sein d'organisations interparlementaires, ils puissent avoir une attitude en conformité avec la politique du gouvernement. Parce que parler du terrorisme, c'est une chose, mais aller jusqu'à la source, toucher à ses fondamentaux, peut poser le problème des relations entre États. Nous ne voulons pas que nos députés soient surpris par des questions au niveau de ces Sénats. Le séminaire, d'après les participants, est venu à son heure puisqu'il leur permet de comprendre des enjeux diplomatiques. Merci beaucoup, Aliou Kane. Nous en parlions il y a quelques semaines. Le décor à la plage du Cap Manuel, digne d'un dépotoir de déchets médicaux. Eh bien, la plage a changé de visage. Nous y sommes retournés ce matin pour assister à la grande opération de Set-Setal organisée par des écologistes et quelques associations de protection de l'environnement. Le reportage de Mortal Anne et Souleymane Meng. Plus de 25 associations se sont mobilisées pour nettoyer la plage du Cap Manuel. Des aiguilles pour seringues, des poches de sang et sachets plastiques occupaient les lieux. Après avoir constaté justement que cette plage était très polluée par les produits médicaux, donc les rejets de déchets médicaux, nous avons initié aujourd'hui ce rassemblement entre associations, entre toutes forces vives de la nation, pour se regrouper et nettoyer de fond en comble cette plage, lui redonner l'état qu'elle mérite de recevoir et continuer ensemble de nettoyer tout le pays. Ce docteur met l'accent sur la sensibilisation et son alerte sur les dangers de ce type de déchets. Les solutions, c'est l'information d'abord. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Si on est praticien de médecine, on ne sait pas où vont partir les déchets que vous produisez déjà dans votre structure, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a une formation à faire au niveau des praticiens de santé. Pour les associations qui ont pris part à ce nettoyage, la citoyenneté doit guider nos actions. En réalité, au-delà du déchet, la question du déchet, et si elle est toxique, évidemment dangereuse, mais il s'agit plus de prendre notre responsabilité de vie citoyenne en main. Et quand on est citoyen, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit directeur d'institution publique, où qu'on soit, on est là à devoir se rassembler et à agir ensemble. C'est aussi simple que ça. La plage a bien été nettoyée. Ainsi, ces associations appellent les populations à maintenir l'environnement propre pour le bien de tous. Et dans le reste de l'actualité de la pâtisserie, dans ce journal qui vous fera sans doute saliver, le Sénégal intègre officiellement l'Académie Bocuse. Depuis 2 jours, les meilleurs chefs et pâtissiers du pays s'affrontent dans un concours du Bocuse d'or national. Et au-delà du titre, l'enjeu, c'est surtout de faire connaître la gastronomie sénégalaise à l'échelle internationale. Kessendoura. Toque sur la tête, tablier bien serré, spatule et fouet à la main. Les chefs sont concentrés. C'est la première fois que le Bocuse est organisé au Sénégal, un concours de renommée internationale qui offre la possibilité aux chefs de se faire reconnaître par leurs pairs partout dans le monde. La cuisine sénégalaise, à travers le Sénégal, bien sûr, est connue, mais pas assez reconnue. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut donner de la visibilité à nos chefs sénégalais, leur permettre d'assister, de participer à des événements internationaux pour valoriser nos aliments, nos produits du terroir. Vous savez, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont dans les cuisines,
qui régale vraiment les Sénégalais et les gens qui arrivent du monde entier pour découvrir Dakar et les pôles touristiques du Sénégal. Et malheureusement, on ne les met pas assez en valeur à notre goût. Donc c'est vraiment nous, notre objectif à travers l'organisation de ce type de concours, de leur donner la place qu'ils méritent au sein de la gastronomie sénégalaise. Dahin, Bahal Saloum, Etodier, Thierry Bassé. En termes de variété, la cuisine sénégalaise n'a rien à envier à la gastronomie française. Seulement, l'art culinaire africain a encore du mal à séduire les grands restaurants et à s'exporter. Nos plats locaux sont... On note que c'est un peu lourd et tout ça. Il faudrait qu'on puisse travailler davantage sur le volet léger de nos plats. Ça, c'est le challenge des cuisines professionnelles. Il faut éviter beaucoup de bouillon. Par exemple, si vous prenez de la volaille, tout ce qui est ossement de cette volaille-là, on essaie de concocter des jus pour pouvoir mouiller nos sauces. Ou bien, si c'est la viande aussi, on fait également. Par rapport aux parures, par rapport aux os, et tout ça, pour pouvoir faire des connexions pour pouvoir faire notre jus. En général, on invite les jeunes à plus travailler nos produits locaux, ce que nous appelons le bissap. C'est des trucs comme ça qu'il faut essayer de mettre en valeur, les feuilles de bissap, les confitures, les jus et ainsi de suite. Rapprivoiser nos produits locaux, c'est avant tout miser sur la jeunesse. Les élèves des écoles hôtelières sont venus en nombre pour encourager les 8 chefs en lice pour le titre du Bocuse d'Or Sénégal. Ils le savent, la cuisine qu'ils pratiquent n'est plus tout à fait la même qu'autrefois. Quand nos profs nous expliquent les monis, des fois, ils vont dans les plats africains, que ce soit le kéré, le couscous et le sebon. Quand on parle de nos grands-parents, là, on fait référence à des plats typiquement naturels, qui ne prennent pas d'huile et autres. Mais maintenant, disons qu'on est dans un monde évolué. Donc, même le nyankatan, maintenant, en le préparant, on met un peu d'huile pour relever le goût du nyankatan. Donc, du coup, disons que c'est comme ça. Bon, on va essayer de continuer par se lancer. C'est aussi bon. Ce qu'on a trouvé ici, donc il faut qu'on marche comme les autres. Des jeunes passionnés à qui il reviendra dans quelques années de faire la promotion de la destination Sénégal et de ses traditions culinaires ancestrales. Merci beaucoup, Kessendour. Et cette actualité hors du Sénégal, en Guinée-Bissau, les militaires fidèles au président Umaro Sissoko Embalo ont occupé vendredi soir les bâtiments de la radio nationale et de la télévision publique à Bissau, la capitale du pays. Les militaires ont arbitrairement occupé ces installations. De plus, à la télévision publique, tout comme à la radio, des journalistes ont été expulsés du bâtiment. À noter que Embalo a été investi jeudi en tant que président de la Guinée-Bissau sans la validation des résultats des élections présidentielles par la Cour suprême de justice. Et c'est l'heure de décortiquer notre article de la semaine avec cette interrogation. Le Sénégal est-il devenu l'Eldorado des mendiants de la sous-région? Ils viennent du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso ou encore de la Sierra Leone. Le quotidien national Le Soleil a posé le débat cette semaine, un dossier réalisé par le journaliste Omar Fejor, Elhaj Malik Cissé et Mafalfal. Présents dans les grandes artères de Dakar, leur business, faire la manche pour nourrir leur famille. Certains viennent aujourd'hui du Mali, d'autres de la Guinée-Bissau, d'autres de la Guinée-Conakry, de la Gambie, un peu même du Niger. Et quand je les ai rencontrés dans les discussions, il est ressorti 2 choses. La première, c'est que ils viennent tous de pays un peu frappés par des crises. Ceux qui viennent du Mali, par exemple, certains me disent que leurs villages ont été attaqués. Ils ne se sentaient plus en sécurité. Ils ont franchi la frontière. Et aujourd'hui, ils s'adonnent à la mendicité qui, même si la mendicité n'est pas très bien perçue,
voilà, nourrit son homme, comme on dit, hein, ils s'en sortent bien. Et, par exemple, ils ne dépensent pas beaucoup, ils mangent dehors. Et les recettes varient entre 5 et 10 000 francs CFA. Souvent, c'est des familles entières aussi qui sont déplacées. Il y en a qui, quelqu'un m'a expliqué qu'il est à Dakar avec sa famille, son époux, ses nièces, 2 de ses filles et je pense un garçon. Et au réveil, chaque matin, ils se divisent en 2 groupes. Le premier groupe va au Maris, l'autre est à la Cité des Eaux. Mon confrère s'interroge, le Sénégal serait-il devenu un Eldorado pour les mendiants de la sous-région? Ce qui est clair, ces derniers, en nombre important, envahissent de plus en plus ce qu'on pourrait appeler le marché sénégalais de la mendicité. Il y a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, la question que je me pose, c'est qu'un enfant qu'on éduque dans la mendicité, qu'est-ce qu'il devient après? Ça m'a beaucoup préoccupé. Moi, j'ai vu une fille, elle doit pas avoir 15 ans. Son papa est non-voyant et elle sert de guide. Je demande quel est l'avenir de cette fille-là. Elle va grandir dans la mendicité peut-être, avec tout ce qu'il y a comme danger, tout ce qu'il y a comme menace. Je pense l'autre qui c'est la misère, c'est la pauvreté. Les gens sont pauvres. Le fait de tendre la main est un acte assez dur. Quelqu'un qui se voit contraint vraiment de tendre la main pour vivre, ça veut dire qu'il doit être vraiment à bout. Le directeur de la protection de l'enfance confie à nos confrères du quotidien national Le Soleil, je cite, sur les 1585 enfants retirés de la rue, 635 sont des étrangers. Lui-même, dans ses propos, on sent nettement que c'est un problème très complexe. Par exemple, il dit que lors de la première campagne de retrait des enfants de la rue, il faut préciser que la mendicité, le sujet, ce n'était pas forcément les enfants de la rue, ce n'était pas la mendicité des enfants, c'était la mendicité des personnes venant de pays étrangers. Maintenant, il se trouve que dans la campagne de retrait des enfants de la rue, il m'a dit que 1500 et quelques enfants ont été retirés. Sur ces 1500, 600 n'étaient pas sénégalais. Ça, c'est un problème très complexe. Or, malgré les dispositions de la CEDEAO n'autorisent pas la circulation des enfants. Parce qu'un enfant qui voyage, quel que soit le pays dans lequel il va, il doit justifier un peu de l'autorisation de ses parents. Et parmi les facteurs aggravants, la porosité des frontières, la crise sécuritaire et le traité de la CEDEAO. Aujourd'hui, on parle de menaces terroristes. On parle aujourd'hui de porosité des frontières. C'est vrai, le constat aujourd'hui, c'est qu'avec les dispositions de la CEDEAO, on parle de libre circulation des personnes et des biens. Donc une personne majeure qui peut justifier un peu de son appartenance à un pays de la CEDEAO, on ne peut pas lui interdire d'entrer au Sénégal. C'est un peu compliqué en fait, c'est un peu compliqué aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ces questions de menaces terroristes, il n'y avait pas ces questions d'insécurité. Donc les gens pouvaient aller et venir sans trop de problèmes. Mais aujourd'hui, il faut surveiller tout le monde. Il faut surveiller tout le monde, c'est une sorte de psychose qui est là. À juste raison d'ailleurs, parce que même les pays les plus puissants n'ont pas échappé aux attaques terroristes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause les accords de la CEDEAO, mais le directeur de la police des frontières, lui-même l'a relevé. Il faut être plus vigilant, sans pour autant entraver les directives de la CEDEAO. Merci beaucoup Elhadj Malick Cissé et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos à minuit. Djoukib Ribari avec Baba Ndiaye et moi je vous donne rendez-vous demain 19h45 pour un autre journal.